Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Mediapart en direct à l'occasion des élections européennes. Une soirée exceptionnelle puisque notre site est en accès libre pendant 48 heures jusqu'à minuit donc aujourd'hui et qu'ensuite vous pourrez profiter d'une offre exceptionnelle elle aussi de 6 mois d'abonnement pour seulement 20 €. À partir de 19h55, la soirée animée pendant à peu près 3 heures par Frédéric Bonneau, Edoui Plenel et les journalistes de la rédaction sera articulée autour de 3 plateaux, sans une petite phrase, sans déclaration depuis les QG de campagne, sans intervention au doigt mouillé d'instituts de sondage, mais non, 3 plateaux, l'un organisé d'abord sur les résultats des élections françaises, le second sur plus à l'échelle européenne, une fois que les résultats nous seront parvenus en direct, et dans le 3e plateau, donc à partir de 22 heures, nous tenterons à chaud de voir ce qui peut se passer après ces élections. Pendant toute la soirée, des résultats vous seront donnés en direct et régulièrement nous ferons des points sur le dépouillement des urnes. Mais auparavant, comme nous avons décidé d'essayer de vous faire éteindre la télé et de pousser loin la contre-programmation d'une soirée électorale, nous avons décidé d'être sans doute les premiers à commencer une soirée électorale par un livre qui s'intitule « Contre les élections ». Bonsoir David Van Rijbroek. Bonsoir. Merci d'arriver tout juste de la gare du Nord dans un geste assez européen, puisqu'il y a maintenant 3 heures, vous parliez en flamand à une télé flamande à Bruxelles, et que maintenant, à 19 heures, vous parlez en français sur un site français à Paris. Je vais encore parler en anglais pour Al Jazeera. Voilà, et ce sera pour demain matin. Les lecteurs de Mediapart vous connaissez un peu, puisqu'on avait fait un compte-rendu de votre ouvrage sur le Congo, et puisqu'on avait déjà fait récemment un entretien partant de ce livre qui s'appelle donc « Contre les élections », qui est publié aux éditions Actes Sud. On va avoir l'occasion de montrer que ce n'est pas seulement un livre contre, même si il s'intitule comme ça, et que c'est un livre qui propose aussi des solutions face aux épuisements et aux dysfonctionnements des démocraties représentatives. Mais on a forcément envie de commencer par quand même la thèse un peu radicale. Pourquoi aller jusqu'à dire que vous êtes contre les élections ? Parce que on peut effectivement trouver que les élections, elles se répètent, qu'elles n'avancent pas à grand-chose, que finalement on ne va plus beaucoup voter. Mais de là à vouloir les supprimer ou à dire qu'elles sapent la démocratie, il y a quand même un pas que tout le monde ne franchit pas. Oui. Pourquoi ? Je dirais que le livre s'appelle « Contre les élections », sous-entendant que c'est pour la démocratie. Je suis un ardent démocrate, mais je suis contre les élections si effectivement la démocratie se limite à cela. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire là maintenant. Et je trouve problématique une démocratie en Europe où la voix du peuple n'est écoutée qu'une fois tous les 4 ans, tous les 5 ans. Je trouve ça assez minimaliste, assez pauvre comme geste. Moi, je vote toujours, et ce n'est pas parce que j'ai publié un livre en Belgique. Vous avez voté aujourd'hui ? Il y a l'obligation de vote. Si je ne le fais pas, je dois payer 60 €. Donc voilà, j'ai préféré remplir mes devoirs de citoyen belge. J'ai même voté 4 fois parce qu'en Belgique, il y avait les élections européennes, nationales, flamandes et bruxelloises. Donc j'ai rempli 4 bulletins de vote. Je vote toujours parce que, voilà, pour quelqu'un qui a faim, chaque caramel compte. Et je pense que le vote aujourd'hui est devenu une espèce de caramel. C'est pas beaucoup. L'homme ne survit pas sur base des caramels. Mais on prend quand même le caramel qu'on nous offre. Oui, tout en sachant que c'est assez petit comme cadeau. Sauf que le constat que les élections ne suffisent pas à la démocratie, il est relativement partagé, enfin par en tout cas une partie de la population aujourd'hui. Oui. Et vous allez un peu plus loin, vous allez jusqu'à dire que l'élection, ça masque, voire ça, aujourd'hui, appauvrit les processus démocratiques. Ah ouais. Voyons, il y a 3000 ans que nous expérimentons avec la démocratie. Il n'y a que 200 ans que nous le faisons avec les élections. Il n'y a que 150 ans que nous le faisons avec des partis politiques. Il n'y a que 5 ans que nous avons les médias sociaux. Donc on voit qu'il y a des nouveautés qui se sont installées dans le système politique, et tout en sachant que, voilà, les élections, ce n'est pas tout. Moi, vous venez de montrer mon livre sur le Congo, c'est l'autre, mais vous êtes bien gentil de montrer les deux, mais j'ai travaillé sur le Congo, et là, on voit effectivement qu'on a voulu démocratiser ce pays en obligeant ce pays à tenir des élections. Et beaucoup des amis congolais m'ont dit écoutez, les élections nous ont apporté grand-chose, la corruption, la violence, les tensions ethniques et tout ça, mais très peu de démocratie. Alors que nous, Européens,
on a tendance à penser qui dit élection dit automatiquement démocratie. Et comme si tenir des élections garantit tout de suite la démocratie. Alors tout en oubliant que Hitler lui-même a été élu démocratiquement. Donc il y a quelque chose qui cloche entre la volonté et la procédure. Alors on va voir effectivement que ces dysfonctionnements, ces insuffisances d'une démocratie réduite à son côté électoral, mais face à ça, vous montrez qu'il y a quand même des diagnostics qui ont été posés alors de manière différente. En gros, face à ces dysfonctionnements qu'aujourd'hui on repère de la démocratie, il y a, pour le dire brièvement, les populismes qui disent bon, bah, c'est la faute des hommes politiques. Oui. Il y a les technocrates qui disent bon, c'est la faute de la démocratie elle-même, au fond ça ne fonctionne pas, laissez-nous gérer ça dans notre coin. Et il y a aussi des partisans d'une démocratie plus directe, qu'on a vu émerger avec des mouvements comme les Indignés ou comme Occupy Wall Street, oui, qui disent le problème c'est la démocratie représentative. Aucun de ces diagnostics ne vous satisfait. Pourquoi ? Non, parce que je pense qu'il s'agit d'autre chose. Moi je dirais, je suis d'accord avec les indignés quand ils disent c'est la faute de la démocratie représentative, mais j'ajouterais la démocratie représentative élective ou électorale. Nous avons un système qui crée la représentation uniquement à travers les élections. Et donc, nous avons tendance à oublier qu'il y a des autres moyens de créer une représentativité du peuple sans passer par l'intermédiaire des élections, qui passent toujours par les médias et les budgets de marketing et tout ça. Et donc là, en fait, je pense qu'il y a des formes, et c'est là où je parle du tirage au sort. Je pense que le tirage au sort est un outil fort intéressant pour créer une autre forme de représentation populaire. Mais je crains que de nos jours, presque toutes les sociétés occidentales sont devenues des fondamentalistes des élections. C'est-à-dire qu'ils n'ont très peu d'imaginaire pour penser autrement la démocratie aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui me frustre. Je vois quand même très peu de créativité dans la pensée politique ou dans la pensée de la représentativité de nos populations. Mais parce que pour vous, effectivement, il y a des formes d'expérimentation, d'enrichir le vote par d'autres processus, on va dire. Par exemple, il y a certains Länder en Allemagne où on peut pondérer son vote. C'est-à-dire qu'au lieu de donner tout son vote à un parti, on peut donner, disons, 60% à un parti, 30% à un autre et 10% encore à un troisième. Mais pour vous, ça, c'est quand même des aménagements techniques qui sont bien en deçà de la crise. Et cosmétiques même, je dirais. Parce que là, on reste complètement dans un système électif. Il faut bien se poser la question si c'est toujours ce qu'on veut. Les élections ont 2 siècles, ont 200 ans. En tant que procédure de faire parler le peuple, c'est quand même assez caduc, c'est assez primitif comme instrument. Et je pense qu'il y a mieux. Franchement, je pense qu'il y a mieux. Alors on va venir au mieux, mais en quoi l'argument que les élections n'ont que 200 ans est un argument pour dire que ce serait périmé? Parce qu'après tout, je ne sais pas, la Constitution, par exemple, c'est aussi quelque chose d'ancien, dont on peut dire que c'est encore utile pour aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Alors, moi j'ai fait mes études en Belgique, je suis flamand, ça s'entend d'ailleurs. Et donc, à l'école en Flandre, à Bruges, d'où je suis, j'ai toujours appris que les élections ont été une invention des révolutions américaines et françaises de la fin du XVIIIe siècle pour supprimer une aristocratie et pour installer la démocratie. Alors, il se trouve que ce n'est pas du tout le cas. Il se trouve que, curieusement, quand on regarde bien, il y a un historien canadien qui s'appelle Dupuy-Derry, qui vient de publier un ouvrage sur l'utilisation du mot démocratie dans le contexte des révolutions. Et là, c'était fort intéressant de voir à quel point les grands révolutionnaires américains et français étaient très peu démocrates. Ils étaient très républicains, mais pas forcément démocrates. Et on voit, à travers une lecture approfondie des textes historiques, que très souvent, ces gens-là voulaient inventer un nouvel État en supprimant la démocratie. Ils avaient peur de la démocratie, les révolutionnaires. Du vrai pouvoir du peuple. Tout à fait. Et que les élections, finalement, ce n'était pas vraiment le pouvoir du peuple, pour eux. Aristote, Montesquieu, Rousseau disaient tous que le tirage au sort était un instrument démocratique, que les élections étaient un instrument aristocratique. Et il y a toute une série de nouvelles études, effectivement, qui prouvent que c'était comme ça, que c'était le cas. Et donc les élections, avec les révolutions françaises et américaines, ont servi à freiner,
à freiner l'installation d'une démocratie et à rendre possible une nouvelle aristocratie. Et cette aristocratie ne devait surtout pas être héréditaire, mais élective. Et donc là, c'est vraiment un enjeu historique, une leçon historique que très peu de gens connaissent. Les révolutions n'ont pas forcément installé la démocratie. C'est un peu comme avec la révolution égyptienne qu'on vient de voir. C'est le peuple qui fait la révolution, mais c'est les frères musulmans qui ont repris. C'est le numéro 2 d'une société. Momentanément. Pardon ? Momentanément, les frères Et musulmans. en plus, ils ont été renvoyés, comme avec la Révolution française aussi, il y a eu une succession de ceux qui aspiraient au pouvoir. Mais ce qu'on voit, c'est que le numéro 2 d'une société, on pourchassait les uns pour se autoproclamer le nouveau numéro 1. Et c'est exactement ce qui s'est passé en France et aux États-Unis. Et donc les élections, et je pense que ça c'est vraiment la leçon cardinale, les élections ont été instaurées pour rendre impossible l'installation de la démocratie. Et c'est une leçon formidable. Et donc, quand c'est une procédure aristocratique, c'est vrai, par après, on a démocratisé cette procédure aristocratique en donnant le droit de vote à tout le monde. Et le tirage au sort, qui était l'instrument démocratique par excellence, a été complètement marginalisé. Il a été réduit à un petit domaine de la vie publique en France, en Belgique, aux États-Unis, notamment les jurys d'assises. Donc là, on a gardé le tirage au sort comme un instrument politique, mais dans tout le domaine du législatif, ça a été complètement supprimé. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, et ça, là, vous venez après les thèses de quelqu'un comme Bernard Matin, une démocratisation quantitative de l'accès au vote, mais pas forcément une démocratisation qualitative au sens où l'accès à la parole et surtout à la valeur, au poids de la parole, enfin au poids de l'individu, n'a pas évolué. Et on voit effectivement en Belgique, mais je pense aussi ailleurs, que les socialistes du 19e siècle, pour eux, démocratiser les élections, c'était surtout le droit de vote. Et donc, eux, ils ne sont jamais revenus au principe du tirage au sort, parce qu'il y avait une connotation extrêmement négative avec le tirage au sort, c'est-à-dire le tirage au sort militaire. Et donc là, effectivement, c'est un système que l'État belge a repris de l'État français. Les jeunes hommes d'un certain âge étaient tirés au sort pour servir la patrie militairement ou attraper le syphilis, bref. Et là, les riches qui étaient tirés au sort payaient un pauvre pour y aller. Donc le tirage au sort était un instrument qui était voulu être démocratique, et ça a été complètement devenu un outil de l'aristocratie de la moitié du 19e siècle. Et donc pour les socialistes de la première génération, le tirage au sort était un instrument par excellence de l'aristocratie, dont abusait l'aristocratie. Donc si je comprends bien, on se retrouve avec un tirage au sort qui pour vous sera un processus plus démocratique que les élections qui a disparu parce qu'on pensait qu'il n'était pas démocratique, et des élections dont on croyait qu'elles étaient démocratiques qui ne l'ont jamais vraiment été, à vous entendre. C'est quand même une grande leçon. Je viens d'apprendre qu'en français, le mot élection et élite ont la même racine étymologique. L'élection est la procédure à travers laquelle on installe une nouvelle élite. Et c'est strictement ça. Et donc, ça a assez bien marché, allez, soyons clairs. Mais on voit maintenant, nous vivons dans une époque qui s'horizontalise à très grande vitesse, notamment à travers les médias sociaux et toute une série de dispositifs, toute une série de nouvelles technologies qui donnent naissance à une nouvelle renaissance, comme l'imprimerie a marqué la transition entre l'époque médiévale et la Renaissance. Nous vivons une époque qui horizontalise, et dans cette époque-là, les élections restent toujours un élément de, comment dirais-je, un élément de verticalité. Voilà. Et je pense que la méfiance grandissante est justement due à cela. Les gens ont de moins en moins confiance dans leurs représentants parce qu'ils ont de moins en moins confiance dans cette procédure. Je donne, je pose ma vote et donc je donne ma voix. Je pense que de plus en plus de gens ont l'impression, je veux bien donner mon vote, mais je garde ma voix, je maintiens ma voix. Et je ne vais pas me taire pendant les 5 ans à venir. Parce que c'est ça ce qu'on fait maintenant. La démocratie représentative élective est une forme de délégation. Je délègue le petit pouvoir que j'ai, je m'en sers un jour tous les 5 ans, et c'est ce jour-là que je délègue. Et 5 ans après, je contrôle. Ça, c'est vraiment la théorie. Comme disait le bourgmestre de Louvain en Belgique, dans le conseil communal il n'y a pas longtemps, nous sommes élus, c'est à l'opposition et aux citoyens de nous subir pendant 5 ans, ils peuvent s'exprimer après. Donc ça, c'est vraiment la formule classique. Et c'est la formule que les gens acceptent de moins en moins. On n'a jamais été
aussi scolarisés, on n'a jamais été aussi informés, avec une vitesse aussi grande que maintenant. Et nos gouvernements ne s'en servent pas du tout. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour distinguer un peu votre travail d'autres qui existent dans le champ, hein, Yves Saint-Omer, il y a pas mal de gens qui, enfin voilà, en France notamment, Bernard Manin, Saint-Omer, Rosan Vallon, qu'on travaille sur ces questions-là. Vous êtes à la fois très critique de cette démocratie représentative élective, mais en même temps, vous vous méfiez d'une démocratie directe qui prendrait en gros le processus de la démocratie directe comme fin et qui, au final, serait dans une forme d'antiparlementarisme que vous ne partagez pas. Oui. Et heureusement, je vois que c'est en France, le nom que vous venez de mentionner, Manin, Rosan Vallon, Loïc Blondiot, Yves Saint-Omer, Étienne Chouard, il y a quand même toute une série de penseurs. Mais pas beaucoup de réalité politique de ça. On a Ben, les penseurs d'une démocratie renouvelée, Oui. mais on n'a pas les pratiques. Les idées sont là, les théories sont là. Ben, on a quand même vu que dans le village de Saillant, c'est ça le nom de Assaillant, ouais, dans la Saillant, Drôme. là effectivement, au niveau local, c'est en train de se mettre en place. Et donc c'est quand même fort intéressant. Je suis très curieux de voir comment vont passer les choses là-bas. Je sais pas, voilà, sans doute que le système français est assez monolithique et est assez dur à briser. Je pense que la partitocratie, c'est un mot très belge, la partitocratie, c'est-à-dire la démocratie qui est complètement organisée selon les lignes des partis politiques, je pense que la partitocratie française est très très forte et donc elle est très difficile à briser. Même chose en Belgique, alors qu'en Belgique même, on a mené une campagne en Belgique. Tous les grands partis politiques en Belgique se sont déclarés en faveur de plus de participation citoyenne, même à travers le tirage au sort. Donc là, on voit que les acteurs actuels commencent à ouvrir leurs fenêtres et leurs portes pour admettre les citoyens entre deux tours d'élection. Voilà. Moi, j'ai un peu peur, j'ai peur d'une démocratie directe, si ça veut dire qu'on va trancher les grosses discussions publiques avec, comment dirais-je, à travers Twitter, à travers Facebook, à travers des référendums. Je pense que ce qui est essentiel dans une démocratie, c'est que les citoyens se parlent, que les citoyens se délibèrent, s'informent. Avec les sondages, il y a un grand spécialiste de la démocratie délibérative, la démocratie participative, qui s'appelle James Fishkin. C'est un Américain. Et lui, il a dit avec un sondage ou avec un référendum, on demande aux gens ce qu'ils pensent quand ils ne pensent pas. Ce serait beaucoup plus intéressant de demander ce qu'ils pensent quand ils ont eu la chance de penser. Et donc c'est là le vrai enjeu, je pense. Alors effectivement, on pourrait citer moult exemples de ce que vous appelez la fatigue démocratique, hein, que ce soit, vous citez ce chiffre quand même hallucinant qu'aujourd'hui il y a 4,65% des habitants de l'Union européenne qui sont affiliés à un parti politique. Or aujourd'hui, les partis politiques restent structurants dans les élections. On pourrait citer évidemment les chiffres d'abstention, on verra encore ce qu'il est dans quelques minutes, mais c'est forcément pas réjouissant. Et vous avez cette phrase assez marquante, vous dites au fond, les élections, c'est le carburant fossile de la politique. Oui. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a été important, mais qui aujourd'hui présente plus de dangers, qui a plus d'inconvénients que d'utilisation. Oui. Mais alors c'est quoi les énergies renouvelables, efficaces, vertes, tout ce qu'on veut pour la politique aujourd'hui? Vous citez le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est évidemment une belle idée, ça peut être un complément, mais est-ce que là, vous n'êtes pas aussi un peu dans le mythe de la démocratie athénienne, qui était une démocratie centrée sur le tirage au sort? Il y avait des petits bouts de processus électif, mais c'était centré sur le tirage au sort. Mais c'est quand même une démocratie qui excluait les femmes, les métèques, les esclaves, et j'en passe. Donc on ne peut pas non plus en faire le parangon de nos démocraties modernes. Et franchement, moi, je ne voudrais pas vivre dans l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ. Bien sûr que non. Et pourtant, il y a des éléments très intéressants et qui sont en train d'être mis en place ailleurs en Europe maintenant. Je pense notamment à ce qui se passe en Irlande maintenant. On en parlait très très peu. Mais l'Irlande, c'est quoi? En Irlande, on vient de clôturer la Convention constitutionnelle irlandaise, the Irish Constitutional Convention. Et là, pendant 14 mois, 99 personnes, 99, vous dites c'est à peu près la même chose que 99. C'est une soirée européenne, vous avez le droit de parler en belge. Voilà, 99 citoyens se sont mis ensemble et de ces 99, il y avait 33 élus parlementaires irlandais et 66 citoyens tirés au sort. Vraiment monsieur et madame tout le monde. Et cette équipe, cette convention, s'est vue pendant 14 mois
pour discuter la réécriture de 8 articles de la Constitution irlandaise. Il y avait toute une série d'articles, notamment l'article sur le mariage homosexuel. Et c'était fort intéressant de voir qu'en Irlande catholique, la discussion sur le mariage homosexuel s'est déroulée de façon sereine, constructive, alors qu'en France, au même moment, on a vu une année d'instabilité politique. Et donc là, on voit que le fait de mélanger les élections avec le tirage au sort, les citoyens élus avec les citoyens tirés au sort, ça donne une énergie, ça donne une sérénité, ça donne un sérieux. Et c'est assez intéressant parce que toute une série d'acteurs de la société civile pouvaient remettre leurs recommandations à cette convention constitutionnelle irlandaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les 99 personnes, dont des parlementaires élus de manière classique et des gens tirés au sort vraiment lambda. Il y avait aussi, on auditionnait de manière très très large la société civile. Tout à fait. Bon, ça, on peut dire qu'en France, ça a été fait, mais ça n'a pas du tout, effectivement. Au contraire, ça a clivé la société, là où le processus irlandais l'a plutôt réconcilié. Complètement. Je sais que sur la discussion par rapport au mariage homosexuel, il y a eu plus que milliers de dossiers et de recommandations qui étaient remis par des organisations religieuses, ceux qui défendent les droits des homosexuels et tout ça. Donc ça a effectivement nourri, mais comme ceux qui devaient délibérer n'étaient pas censés être élus ou réélus, ils ont eu une liberté de penser à long terme. Et c'est ça qui est difficile maintenant dans notre système électif. Ceux qui doivent trancher doivent toujours tenir compte du fait d'être élus ou réélus. Voilà. D'accord, oui, c'est ça, c'est que le tirage au sort permet d'éviter d'être toujours focalisé sur la prochaine élection. Ce serait ça aussi un usage du tirage au sort. Ben justement, avec les élections, il y a toujours une ambiguïté des finalités. Comme disait une fois un ministre de l'Environnement belge, il disait « Je sais très bien ce que je dois faire pour le climat, pour sauver le climat, mais si je le fais, je ne suis jamais réélu. » Et c'est ça, en fait, la tragédie dans une seule phrase. Je pense que la fonction d'un ministre de l'Environnement, ce n'est pas forcément d'être réélu. Mais ça paralyse en quelque sorte. Ça paralyse en quelque sorte la prise de décision à long terme parce qu'il faut toujours gagner les élections. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratie moderne, le poids des prochaines élections est devenu plus important que le poids des élections précédentes. Et c'est du jamais vu. On n'a jamais eu ceci avant. Et ça paralyse tout le système politique de nos jours. Mais alors on a l'exemple effectivement assez concluant de cette réforme constitutionnelle irlandaise qui est passée par une assemblée où il y avait un mélange de gens élus de manière classique et de gens tirés au sort. On a aussi des exemples moins convaincants, que ce soit en Colombie-Britannique ou dans l'Ontario, enfin au Canada, que ce soit même en Islande où on a eu un moment un grand espoir, mais là pour le moment on n'est pas encore très convaincu. Est-ce que vraiment, du coup, ces procédures qu'on va appeler mixtes pour le moment, où ce n'est pas que du tirage au sort, est-ce qu'elles sont pour vous toujours convaincantes ou est-ce que l'Irlande ce serait un peu un contre-exemple en gros, est-ce que c'est l'exemple pionnier ou est-ce que c'est un peu une exception ? Je trouve que toutes les expériences qu'on voit maintenant montrent qu'il s'agit d'une quête internationale. Ce planète est en train de se demander comment faire la démocratie dans le XXIe siècle. Comment faire la démocratie dans l'ère du numérique. Et c'est vraiment une quête difficile, compliquée et nécessaire. Et on voit que les Irlandais, qui viennent de clôturer il y a quelques mois, ont appris des leçons, ont tiré des leçons par rapport aux procédures canadiennes et vice-versa. Et on voit que tout le monde est en train de chercher et que tout le monde s'alimente. Je pense que c'est une bonne chose. Et effectivement, en Irlande, en mélangeant les politiques avec les citoyens tirés au sort, on a la chance que les recommandations de ce panel vont être plus vite réalisées qu'au Canada, où il y avait juste un tirage au sort pur et dur, et les politiques ont vraiment classé verticalement. Et les autres n'ont pas tenu compte parce qu'ils n'étaient pas assez inclus dedans. Et là, c'est toujours la question, comment faire avec les recommandations d'un panel citoyen ? Normalement, ça devrait suffire. Si un jury d'assises donne son verdict, on ne va pas passer par un référendum pour voir s'ils ont bien jugé, oui ou non. La représentativité de l'échantillon garantit la légitimité de la décision. Mais donc, dans les processus canadiens, là, entre 100 et 150 personnes ont pris des recommandations extrêmement fortes, mais pour les valider, ils ont encore été passés par un référendum. Et là, c'est un peu dommage parce qu'on avait l'opinion des citoyens qui avaient pensé,
et la décision définitive était donnée par des citoyens qui n'avaient pas pensé. Et donc là, en quelque sorte, on a noyé le poisson, comme on dit en français. Alors pour synthétiser, David Van Reybrouck, votre critique de la démocratie représentative élective, elle vise pas du coup à instaurer directement une démocratie directe à l'athénienne. Non. Elle vise plutôt un système qu'on pourrait dire justement mixte, Oui. avec des représentants, puisque vous gardez une démocratie représentative, mais qui est une démocratie de délégation par certains Oui. côtés, même s'il faut plus de processus délibératifs. Qui est à la fois avec des élus habituels, enfin selon les procédures habituelles, et des élus tirés au sort. Est-ce que vous dites ça, pour vous, c'est une étape vers, au fond, une démocratie du tirage au sort, ou est-ce que, là, vous dites ça maintenant, il faut faire un système bi-représentatif pour ne pas effrayer trop de monde, mais en fait, en disant que ce qu'il faudrait, c'est vraiment arriver à un bouleversement, parce que, de fait, les élections, comme vous dites, pour vous, elles ont un fondement antidémocratique. Ben, je suis complètement d'accord avec quelqu'un comme Pierre Rosanvallon, qui dit « la démocratie n'est jamais achevée ». Donc il n'y a pas une formule définitive à trouver. Restons ouverts. Je pense que, voilà, nous venons d'avoir les élections européennes aujourd'hui. Je pense que, avec une abstention importante, avec un dégoût de l'Union européenne grandissant, et donc je pense qu'il est vraiment question de trouver un nouvel élan, une nouvelle participation citoyenne en Europe. Et là, par exemple, je pourrais très bien m'imaginer que l'Europe dit, voilà, on laisse parler les citoyens une fois tous les 5 ans, mais c'est peut-être important d'écouter ces citoyens entre 2 tours d'élection. On a des objectifs millénaires pour l'Afrique, on ne les a pas pour l'Europe même. C'est quand même curieux. On ne sait pas, on n'a pas un plan, on n'a pas un tableau de bord sur l'Europe en 2030 ou 2040. Et là, je pourrais très bien m'imaginer que l'Europe motive les gouvernements nationaux à convoquer des citoyens tirés au sort pour définir les objectifs millénaires de l'Europe. Et donc, je pense à court terme, essayons de travailler avec des panels citoyens pour certaines définitions cadres sur où on va. À long terme, je pourrais très bien m'imaginer, ou à mi-terme, on va dire, je pourrais très bien m'imaginer avoir un système bireprésentatif, comme en Belgique. La Belgique, comme la France, est un système bicaméral. Moi, je pourrais très bien imaginer que la Chambre, le Parlement, va être la Chambre avec des citoyens élus, et le Sénat, qui a de moins en moins de fonctions chez nous, va devenir la Chambre avec des citoyens tirés au sort. Et je pense que c'est vraiment un outil formidable si les citoyens élus peuvent avoir un contact avec un échantillon adéquat, représentatif de la population belge. Je pense que voilà, c'est beaucoup plus intéressant que les sondages, c'est beaucoup plus intéressant que le référendum, parce que là, c'est vraiment un groupe de citoyens avec qui on peut parler. Oui. Correctement, rationnellement et tout ça, avec toute la diversité d'une société. Et donc c'est quelque chose de fort intéressant. Et si à long terme, est-ce qu'on va complètement supprimer les élections ou pas? Je ne sais pas. Dans mon livre, je parle d'un Américain qui a proposé un système ultra-démocratique qui fonctionne sans élection. Je trouve ça vraiment passionnant. Mais j'aurais peur d'une France ou d'une Belgique ou d'une Europe qui l'installe demain matin. Voilà. Oui, si demain un président disait « j'ai lu votre livre, j'arrête les élections », ça ne vous ferait pas plaisir? Non. J'allais quand même boire un café avec lui, essayant de le décourager. Mais je vois de plus en plus, après les élections communales aux Pays-Bas, il y a beaucoup de jeunes conseillers qui me contactent pour demander comment est-ce qu'on peut faire ceci au niveau local. Donc c'est en train de se faire et je trouve que c'est vraiment très bien. La démocratie a toujours évolué du niveau local au niveau national jusqu'au niveau transnational. Ça a commencé à Athènes. Athènes, c'était saillant, c'était pas plus grand que ça à l'époque. Maintenant, on a une démocratie indienne avec plus qu'1 milliard d'habitants. Donc je trouve que c'est assez sain que l'innovation démocratique commence avec du local jusqu'au national. Et ce n'est pas par hasard que de nos jours en Europe, ce sont les petits pays qui ont connu une crise, qui sont les pays qui expérimentent le plus avec les nouvelles formes de démocratie. C'est la Belgique, c'est le Danemark, c'est l'Islande, c'est l'Irlande, c'est la Finlande. Et donc là, c'est assez intéressant de voir que c'est là où ça se passe. Et pour préciser, vous parliez à l'instant des sondages, David Van Reybrouck. Ce que vous montrez dans ce livre qui est assez intéressant, c'est vrai que quand on entend tirage au sort, on l'a déjà un peu entendu, on pense un peu gadget qu'on pourrait éventuellement faire de manière un peu supplémentaire. Mais vous, ce que vous montrez, c'est qu'au fond, on a déjà des démocraties en quelque sorte fondées sur un tirage au sort, mais un tirage au sort assez négatif qui sont les sondages. C'est-à-dire un tirage au sort sur
des panels assez réduits, faits par des instituts dont on ne sait pas trop comment ils fonctionnent, des instituts privés. Donc ce que vous proposez quand vous dites on peut introduire du tirage au sort dans une république démocratique, c'est aussi se réapproprier le tirage au sort qui existe de fait comme chose Ah publique. ben oui, mais exactement. On a déjà, allez, je n'invente rien de neuf. On utilise le tirage au sort tout le temps dans nos sociétés modernes. Et ce sont les sondages. Les sondages, c'est le tirage au sort combiné avec un questionnaire. Et c'est un peu simpliste comme procédure. Je suis une femme de ménage, j'ai 55 ans, c'est entre 5h et 7h le soir, je suis en train de tourner dans ma sauce béchamel et puis Ipsos me téléphone pour demander quel est votre avis sur la nouvelle loi d'immigration. Je tourne dans ma sauce, je ne sais pas trop bien quoi dire, je dis « oh, je suis contre », voilà. Voilà. Et ma réponse va déjà influencer la politique française ou belge européenne sur l'immigration. Alors que j'ai nourri le débat sans avoir pensé. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'inviter cette dame de venir parler sur l'immigration. On l'invite pendant 2-3 week-ends avec 500 autres Français et Françaises. Des week-ends pendant lesquels cette dame est confrontée à des experts, est invitée à s'exprimer, est invitée à s'informer. Et voilà, c'est ça la démocratie délibérative. Et je n'invente rien de neuf, c'est encore une fois le système de James Fishkin. James Fishkin, il vient de Texas. Et en Texas, il a travaillé sur l'énergie durable, l'énergie alternative. Et donc d'abord, il a fait un sondage, êtes-vous prêt à payer un peu plus pour l'énergie durable? Les Texans ont bien sûr dit que non, étant donné les intérêts que presque tout Texan a dans l'industrie pétrolière et tout ça. Et puis il a ramassé un échantillon représentatif de la population texane pour en parler. Il a vu que le chiffre de ceux qui sont en faveur de payer un peu plus a augmenté de 40 jusqu'à 85%. Et le Texas, aujourd'hui, est l'État américain avec le plus grand nombre d'éoliennes de toute l'Amérique. C'est quand même fascinant. Savoir que Le Texas du pétrole en plus quand même. le Texas du pétrole est maintenant l'État qui s'alimente avec le plus grand chiffre en énergie durable et renouvelable. Et c'est très intéressant parce que ça montre qu'à travers les processus délibératifs, c'est-à-dire en travaillant avec le tirage au sort, on arrive à trancher des décisions qui sont politiquement, comme on dit en Belgique, imbuvables, à trouver des solutions qui sont impossibles. Le même Fishkin a fait une expérience incroyable en Irlande du Nord, société extrêmement divisée, sur l'éducation, le thème le plus subversif dans le contexte de querelles interminables entre les catholiques et les protestants. Et donc là, il a invité des parents de jeunes enfants de venir parler, et pendant quelques week-ends, les parents ont trouvé des résolutions, des propositions, des solutions que les politiques jamais de leur vie pouvaient proposer, parce qu'ils étaient politiquement imbuvables. Mais c'est pas un peu irénique de penser ça, qu'il suffit de discuter pour arriver à un accord? Je pense qu'on sous-estime l'effet de paralyse qui est provoqué par le poids et la menace des prochaines élections. Il y a des politiques. Allez, la fenêtre, l'ouverture de la fenêtre dans un discours politique est extrêmement limitée parce qu'il y a toujours les élections prochaines qui ferment la fenêtre. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont plus négociables, plus discutables. Moi je n'invente rien du tout, il suffit de lire toute la littérature extrêmement riche et abondante. Ça fait 20 ans que les plus grands politologues travaillent sur la démocratie délibérative et qui montrent qu'effectivement c'est possible, une autre démocratie est imaginable, est parfois plus efficace et plus portée par les citoyens. Je ne l'invente pas, je le décris, c'est autre chose. Oui, et il faut savoir que ce que vous décrivez, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas voilà, parler technique démocratique pour parler technique démocratique, c'est parce que ça, il faut bien voir que ça arrive sur un fond où il faut de toute urgence une nouvelle alliance entre gouvernants, représentants et le peuple, parce que pendant ce temps, le vrai pouvoir migre ailleurs. Mais exactement, exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez, vous entendez quand vous dites ça? On est entré dans un régime néolibéral qui s'accommode tout à fait de ces pseudo-querelles entre représentants finalement qui ne changent pas beaucoup, avec des turnovers tous les 5 ans, et voilà. Ben, ce qu'on voit, c'est que le pouvoir national migre vers le pouvoir européen, et le pouvoir européen migre vers
le stratosphère de la haute finance internationale. Et donc, le marché a complètement colonisé l'espace décisionnel. Et on voit de d'autre part, si chaque société consiste d'un triangle entre le gouvernement, les citoyens et le marché, on voit que le pouvoir a migré vers les marchés. Et curieusement, les deux autres angles, au lieu de créer de nouvelles alliances pour récupérer ce pouvoir qui a été bouffé, kidnappé par les marchés, au lieu de créer des alliances, est tenu dans une méfiance totale. Et c'est incroyable. On a en flamand cette expression, je ne sais pas si elle existe en français. Si deux chiens se luttent pour un os, c'est le troisième qui part avec. C'est exactement ça. Voilà, vous devez tous apprendre le flamand. Ça sert, il y a des grandes sagesses populaires là-dedans. Mais donc, et on voit là effectivement les méfiances des citoyens vis-à-vis des politiques sont colossales. Transparency International, la grande ONG internationale, publie son baromètre de corruption chaque année. Il se trouve que dans chaque pays occidental, l'instance publique qui rencontre la plus grande méfiance sont les partis politiques. En Belgique, 67%, 2 tiers des Belges regardent les partis politiques comme étant corrompus ou extrêmement corrompus. En France, c'est 73%. C'est presque autant que 73. En Espagne, 83%. En Grèce, 90 et plus. C'est incroyable. Les acteurs principaux de nos démocraties sont considérés par de très grandes majorités de nos électorats comme étant des voyous. Mais c'est dramatique. Et donc, il va falloir retrouver une certaine structure de confiance. Et la méfiance se situe aussi de l'autre côté. De l'autre part, les politiques se méfient énormément de leur population parce qu'ils votent de façon populiste, parce qu'ils sont peu rationnels. Dans les sondages, ils disent n'importe quoi. Sur Facebook et Twitter, ils hurlent n'importe quoi. Et donc voilà, la méfiance est vraiment mutuelle. Et si le triangle est là, gouvernement, population, pouvoir, tant que ces deux-là se disputent, le troisième part avec l'autre. Le pouvoir vraiment migre ailleurs. Alors, vous aimez les titres un peu paradoxaux, hein, contre les élections pour celui-là, mais vous avez publié un autre livre qui n'est pas traduit en français, qui a aussi un livre comme ça qui accroche l'œil, qui s'appelle « Plaidoyer pour le populisme ». Oui. Là, il est 8h moins 20. Dans 20 minutes, tous les observateurs vont scruter le score des partis dits populistes. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par plaidoyer pour le populisme? J'attends par là qu'il ne suffit pas de critiquer les leaders populistes si on ne tend pas l'oreille aux voteurs populistes. Et je pense, ce n'est pas parce que beaucoup de gens votent pour des partis populistes qui sont populistes dans leur pensée. Le médiateur national hollandais, un homme très sage, m'a dit une fois, et c'était quand même impressionnant, le médiateur hollandais, c'est lui qui voit tous les jours les gens les plus frustrés contre le gouvernement, ceux qui ont vraiment eu des problèmes et tout ça. Et lui, il disait, la plupart des gens sont formidables, dès qu'on les traite comme des responsables et pas comme des, je vais le dire brutalement, pas comme des cons. Voilà. Et dès qu'on traite le citoyen comme un adulte, il se comporte en adulte. Tant qu'on le traite comme du bétail de vote, il se comporte en bétail de vote. Et donc, je pense que c'est ça. Le populisme est un mouvement très naturel dans une démocratie qui se limite aux élections et qui est fortement médiatisée à travers des médias ultra-commerciaux. Je pense que le populisme est un symptôme très normal. Et donc, au lieu de regarder comme le populisme comme une maladie de la démocratie, il faut se poser une question sur l'état de santé de la démocratie même. Une démocratie qui est bouffée par les élections, les médias, les partis politiques. Et donc je pense que la maladie est ailleurs. Il ne suffit pas de reprocher aux voteurs populistes d'avoir voté populiste. Et ce qu'on voit à travers les processus participatifs, c'est que même ceux qui ont voté populiste sont capables de tenir des propos complètement cohérents qui servent la société à long terme après avoir eu la chance de réfléchir et s'échanger. En Belgique, j'ai organisé le G1000, qui était un grand sommet citoyen en pleine crise belge quand on n'avait pas de gouvernement. On n'a pas de gouvernement depuis ce soir non plus en Belgique. Et donc là, on a vu... Ça consistait en quoi ce G1000 justement? Le G1000, c'était comme le G8 et le G20 avec un clin d'œil vers ceux qui ne sont pas élus et qui ont quand même le pouvoir. C'était un tirage au sort de 1000 citoyens qui se sont rassemblés à Bruxelles pendant une journée pour s'échanger sur le futur
l'ouverture de la Belgique. Et là, on a vu qu'on avait une diversité énorme, colossale, et qui est là que les gens qui avaient voté populistes, voire racistes, étaient quand même capables de tenir des discussions cohérentes, constructives sur le futur de la société. Et je pense que ce qui est vraiment essentiel dans une démocratie, c'est l'interface. L'interface, je ne sais pas si le mot existe. Le face-à-face, quoi, l'interaction. Je pense que l'interface, le contexte provoque le comportement. Et je me pose vraiment la question si l'isoloir est l'endroit qui provoque le comportement le plus civique. L'isoloir, c'est un peu comme être dans le trafic, dans une voiture. Hein. On hurle, on accélère, la violence verbale et non verbale et tout ça. L'isoloir, où on pose notre acte le plus démocratique, n'est peut-être pas forcément l'endroit qui nous stimule dans un comportement civique. Et quand on met les gens dans un G1000 ou dans des autres processus délibératifs, ce n'est pas dans un parlement où il y a un hémicycle avec un gradin, c'est un sol plat. Et on met des gens autour des tables de 10 avec un médiateur, avec des tables extrêmement mixtes, extrêmement mélangées. Et ça donne un discours très différent et on permet les gens de s'exprimer et de les écouter. Je pense Mais de même, juste aujourd'hui que les gens ne viennent plus dans l'isoloir, ils sont venus les 1000 que vous avez tirés au sort pour le G1000, ils sont venus les 1000 ? Non, mais nous on avait eu un pourcentage de 70% de ceux qui sont venus. Il faut aussi dire les trains avaient fait la grève la veille et tout ça. Et donc là, c'était bien dommage. Mais bon, c'est comme dans les élections françaises, si 70% de l'électorat vient, ils sont quand même considérés comme étant légitimes. Donc il y a toujours une certaine perte. Mais ce qui est bien, c'est la diversité. Ce qui compte, c'est la diversité. Et la diversité dans un G1000 est beaucoup plus grande que la diversité dans un parlement classique, est beaucoup plus grande dans un comité des quartiers, par exemple, où les gens peuvent venir s'exprimer, mais c'est toujours les mêmes citoyens. Il faut, entre les masses et le sommet, il faut trouver des instances qui canalisent le brouhaha de la base. Et voilà, on est prêt. Et le G1000 était une instance canalisante, voilà. Une dernière question, David Van Reybrouck. Vous dites en conclusion, hein, je résume de votre livre, ou bien la politique aujourd'hui ouvre complètement ses portes, ou bien elles finiront par être enfoncées par des citoyens en colère. Oui. Pourquoi est-ce que ça n'a pas déjà eu lieu? Est-ce que c'est pas parce que finalement ces démocraties représentatives, électives, malades, paternalistes résistent assez bien? Je ne sais pas. On va voir. On va voir si le chiffre de confiance dans les institutions européennes va encore baisser. En 10 ans, nous avons chuté de 50% à 30%. Et moi, je ne sais pas. Je trouve que pour les partis politiques maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont un peu mal aux dents. À eux le choix d'aller voir le dentiste, c'est pénible à court terme, mais ça guérit à long terme. Ou ils peuvent aussi penser, oh, ça fait un peu mal, mais l'abcès ne va pas venir. Bonne chance. Merci beaucoup, David Van Reybrouck. Donc, le titre de votre livre, c'est Contre les élections. C'est publié aux éditions Actes Sud et je vous libère pour que vous puissiez repartir à Bruxelles tout de suite, toujours dans ce geste d'Européen. Quant à nous, la soirée électorale se poursuit dans quelques instants avec des chercheurs, les résultats en direct et tout cela mis en musique par Frédéric Bonneau et les journalistes de la rédaction de Mediapart. Merci beaucoup. Okay.